AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel Réus. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre le viol comme arme de guerre dont les femmes sont victimes partout dans le monde, on va en parler dans un instant avec votre invitée, son Altesse Royale, la Grande-Duchesse Maria Theresa de Luxembourg. C'est une cause qui évidemment vous tient particulièrement à cœur, Muriel Réus. Lutter contre le viol comme arme de guerre n'est pas uniquement le combat des femmes, même si ce sont les premières victimes de ces crimes. Cette lutte doit être la préoccupation et le combat de tous. Le viol est dans les faits une arme de guerre, comme le confirme le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU, qui démontre implacablement que les violences sexuelles continuent d'être utilisées comme tactique de guerre, tactique terroriste, moyen de torture, stratégie politique et militaire à part entière. En juin 2008, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1820 qui reconnaît les violences sexuelles, en particulier le viol, comme arme de guerre et crime contre l'humanité. D'un point de vue normatif, c'est une grande avancée. Au début de l'année, une nouvelle résolution a été adoptée pour aider juridiquement à faire juger les coupables de violences sexuelles, mais aussi à protéger davantage les survivantes, victimes de viols et de grossesses non désirées. Dans cette lignée, en France, une proposition de loi a été déposée au Sénat en mars dernier pour reconnaître le viol comme crime de guerre. Mais dans les faits, la situation reste complexe. Les violences sexuelles liées au conflit sont toujours terriblement d'actualité. Ces violences sur les femmes et les filles restent l'arme la moins chère, la plus efficace pour briser des individus et des communautés entières. Les conséquences sont dramatiques, dévastatrices pour les femmes, pour les enfants nés de viols. En France, les violences sexuelles sont au nombre de 90 000 par an. Nous sommes en paix. Alors, imaginons ce qui peut se passer dans les pays en guerre, dans les zones en conflit, dans les territoires en guerre économique, sanitaire, politique, dans les régions où des organisations terroristes, des groupes rebelles, des organisations paramilitaires en mode mercenaire pratiquent l'ultraviolence pour atteindre leur objectif. Que dire aussi des environnements instables, des routes migratoires, des camps de réfugiés, des zones de non-droit où l'insécurité provoque. La parole se libère, les médias s'emparent de plus en plus de ces horreurs et accélèrent une prise de conscience mondiale, mais le viol de guerre ne diminue pas. La mobilisation des États et la mise en œuvre des obligations internationales se fait toujours attendre. L'indignation n'est pas une réponse suffisante face à cette impunité qui prévaut toujours. La nouvelle invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier nous signifie qu'un changement radical doit s'opérer, que nous devons rapidement renforcer les instruments politiques et juridiques pour faire face aux atrocités dont on parle depuis des années, aux nouvelles barbaries découvertes et dissuader les violences futures. Parce que pendant ce temps, des femmes et des filles, sans considération de statut, d'âge, des bébés aux personnes âgées sont agressés, violés, utilisés à titre de butin, de vengeance, d'armes de guerre dans des projets de domination et d'extermination. Et pour en parler, on accueille votre invitée, la Grande-Duchesse Maria Theresa de Luxembourg, fondatrice de cette ONG Stand, Speak, Rise Up. Bonjour Votre Altesse. Bonjour. Bonjour Votre Altesse. Bonjour. Alors un petit point de protocole, je vous appelle Votre Altesse ou je vous appelle Madame, que préférez-vous? Comme vous voulez l'un ou l'autre, mais je préfère Madame. D'accord. Alors depuis 1981, avec votre fondation, vous vous consacrez aux problématiques sociales et humanitaires. Vous luttez contre toutes les formes d'exclusion, que ce soit au Grand-Duché du Luxembourg, mais aussi à l'étranger. Pourquoi cet engagement? Comment est née cette volonté? Est-ce que c'est une histoire personnelle, une histoire familiale? Qu'est-ce qui vous a guidé? Je pense qu'il y a plusieurs réponses à donner. Ça commence par une histoire personnelle et familiale. Je viens d'une famille à Cuba qui était connue pour leur philanthropie. Mm-hmm. Et donc, j'ai grandi avec cette fibre de philanthropie et comme ma famille était une famille privilégiée, on m'a toujours appris que dans le privilège, on avait un devoir de donner beaucoup plus grand et plus important. Donc moi, je grandis avec ça et je développe un grand désir de philanthropie. C'est ce qui m'amène à l'université à étudier Sciences Po, oui. Non pas pour faire de la politique, mais pour faire de l'humanitaire. Et quand je me retrouve avec ce jeune homme qui est le prince héritier de Luxembourg et que nous tombons amoureux et qu'un jour je l'épouse, eh bien, je me dis comment est-ce que je vais pouvoir faire de cette fibre humanitaire quelque chose qui soit vraiment au service de causes qui en ont le plus besoin, puisque j'ai une telle place, une place de lumière. C'est vrai. C'est ce qui m'a poussée à prendre les causes dont personne ne veut. Oui. Les plus compliquées. Et c'est ainsi qu'au Luxembourg, je me suis occupée des causes, ayant moi-même 5 enfants, dont 2 sont dyslexiques. Je me suis occupée des problèmes de difficultés scolaires des enfants, des difficultés d'apprentissage.
Et parce que j'ai tant de parents qui venaient me dire qu'ils ne savaient plus quoi faire, et moi j'étais un de ces parents qui ne savait pas comment aider son enfant. Donc je me suis occupée de cette cause-là, et à l'étranger, je me suis occupée de plusieurs causes différentes, dont récemment le viol comme arme de guerre. On va en parler. Donc en 2018, vous faites une rencontre majeure pour cet engagement, et en 2019, vous créez un forum international pour mettre fin aux violences sexuelles dans les zones sensibles. Vous allez recevoir 50 survivantes qui vont témoigner des horreurs qu'elles ont subies, qui vont dénoncer leur agresseur. Est-ce que vous pouvez me parler de cette rencontre qui vous a incité à aller encore plus loin dans votre engagement, et me dire pourquoi ce forum a provoqué en vous la nécessité de créer une association dédiée à cette lutte contre les violences sexuelles dans les zones sensibles? On va commencer par le fait que déjà en 2016-2017, j'avais vu une émission sur Denis Mukwege, le docteur Mukwege, qu'on appelle le médecin qui répare les femmes, et qui est du Congo. Dr Mukwege est venu parler au Luxembourg, et j'ai été bouleversée par son récit et par ce qui arrive à ces femmes. Et de là, nous nous sommes rencontrés tous les deux, et nous avons pensé, je lui ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Et il m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un qui donne une voix à ces femmes. Et je lui ai dit, là, je peux vous aider, à condition que vous le fassiez avec moi. Faisons un forum international, mais où le cœur de ce forum, et ça j'y tenais beaucoup, vont être les survivantes. C'est la première fois, il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné à Luxembourg à la fin du forum pour dire qu'il y a un avant et un après du forum de Luxembourg. Parce que c'est la première fois que les survivantes, les concernées, avaient le stage, le centre, vraiment. Elles étaient le cœur de tout, de tous les séminaires, des séances plénières, et elles ont pris la parole. Et donc ça a été une rencontre entre femmes aussi extrêmement bouleversante. Elles sont d'un courage hors norme. Et donc je me suis promise que je ne pouvais pas, après ce forum qui s'appelait Stand, Speak, Rise Up en 2019, je ne pouvais pas les laisser tomber, d'où la création de mon association Stand, Speak, Rise Up, pour continuer à les accompagner et pour continuer dans le plaidoyer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je commence mon forum à l'organiser avec Dr Mukwege en 2017, il n'y a pas grand monde qui parle du viol comme arme de guerre. Vrai, on n'en parlait pas. Ce n'était pas un sujet. Absolument. Et en 2018, le Dr Mukwege devient prix Nobel de la paix. Je peux pas vous dire à quel point j'ai hurlé de joie quand il a eu son prix, et à quel point ça nous a aidés à donner de la visibilité aux survivantes. Et à leur détresse et à la thématique. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé. Et tristement, avec l'Ukraine, c'est devenu une actualité brûlante qui est à nos portes. Alors évidemment, sa visibilité plus la vôtre ne pouvait que mettre encore plus en lumière cette situation. Parlez-moi des actions de votre association Stand, Speak, Rise Up. Mon association, elle travaille sur deux plans. Elle travaille sur le plan du plaidoyer, c'est-à-dire de continuer à faire avancer les choses. Vous avez parlé des résolutions des Nations Unies. Nous travaillons pour que vraiment, d'ailleurs, après le Forum de Luxembourg, il y a eu la résolution 2467 pour les enfants nés du viol, parce que à mon forum, ce sont les survivantes qui m'ont attiré l'attention sur l'existence de ce drame que sont les enfants nés du viol et qui n'ont aucun statut et aucune reconnaissance et aucun droit. Donc, à la suite de cela, il y a eu la résolution 2467. Mais donc, nous travaillons sur deux plans, et nous continuons sur le plan du plaidoyer et de la justice pour ces femmes et de l'avancement des législations. Mais nous travaillons aussi directement avec elles sur des projets pour leur indépendance économique. Oui, parce que vous dites que l'autonomie financière, c'est la clé de leur autonomie, c'est la clé de leur renaissance. Donc ces projets-là les aident à se reconstruire financièrement. Bien sûr, ça c'est un autre domaine que j'ai apporté à ce domaine-ci, qui est le fait que j'ai travaillé pendant 35 ans avec le professeur Younous, Mohamed Younous, qui est un autre prix Nobel de la paix. Et c'est une longue amitié, et lui m'a tant appris sur le microcrédit, le microfinancement. Moi, quand je fais des projets, j'aime avoir une vision holistique. J'ai besoin de m'occuper de l'accompagnement du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'indépendance. Et pour être indépendant, ces femmes ont besoin d'une indépendance économique. Donc, j'apporte mon savoir et l'aide du professeur Younous aussi, il est d'ailleurs membre du conseil d'administration avec le docteur Mukwege, dans tous les projets que nous faisons.
Alors le plaidoyer, c'est extrêmement important hein, sur ces sujets-là, sur tous les sujets de violence, c'est même majeur à côté de l'action. On voit bien toute la difficulté juridique, nationale, internationale, pour faire condamner les agresseurs, les violeurs, les tortionnaires. Est-ce que vous gardez l'espoir d'y arriver ? On en est où dans ce combat international ? On garde toujours l'espoir d'y arriver. Regardez, nous parlons d'un forum de 2019. Nous sommes en 2022. En 2019, on ne parlait pas du viol comme arme de guerre. Aujourd'hui, c'est devenu une thématique majeure, oui, reconnue et reprise par un très grand nombre de conférenciers, d'associations, etc. Donc, je garde espoir. Je garde espoir que nous allons avancer. Ce qui est plus difficile, c'est de faire comparaître les différents groupes, guérilla et autres, de les faire comparaître devant la justice sur un plan international. Ça, c'est plus compliqué. Mais j'ai pu constater au moment de mon forum que pour les survivantes et pour les personnes concernées, ce qui est le plus important, c'est d'abord que l'on reconnaisse ce qui leur est arrivé, qu'on les écoute et qu'on leur donne une place, qu'on leur donne une voix. Et à partir de là, vous savez, la plus belle chose à la fin de mon forum pour moi, c'est que la plupart de mes survivantes, elles étaient quand même 50 invitées, c'est beaucoup. La plupart de mes survivantes sont parties chez elles et sont devenues... elles ont créé des associations pour les autres survivantes à la tête desquelles elles sont aujourd'hui. Oui, elles sont elles-mêmes devenues les porte-parole de l'action. Et il faut s'imaginer que ce sont des femmes qui, au début, n'arrivaient même pas à me regarder dans les yeux. Elles baissaient les yeux. Donc c'est quand même des pas de géant. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Oui, au-delà du plaidoyer, il y a l'action et puis il y a l'implication de ces femmes qui est certainement très très importante. Vous avez réussi à fédérer autour de vous beaucoup de personnalités et la différence, je trouve, hein, par rapport à d'autres associations, d'abord c'est bien sûr le thème qui est totalement... Enfin, je veux dire, qui est dramatique. Mais aussi, c'est que toutes ces personnalités, elles sont engagées au quotidien sur cette lutte. Elles ont toutes des motivations à la fois professionnelles et d'engagement. Vous pouvez nous parler un petit peu des gens qui vous accompagnent ? Toutes ces personnes qui sont autour de moi sont effectivement des spécialistes de terrain, des personnes engagées, des juristes. Nous travaillons de près avec Trial International, qui est une association de juristes internationaux basée à Genève, qui s'occupe particulièrement de ces cas-là. Mais moi, je ne m'imagine pas avoir un conseil d'administration qui serait autre. J'ai besoin d'avoir des gens qui sont immergés dans la problématique, qui sont actifs et qui savent de quoi ils parlent si nous voulons faire avancer la thématique. Je ne suis pas un spécialiste. Je suis une épouse de chef d'État qui se fait porte-parole et qui veut être un trait d'union entre les gens pour que l'action soit plus efficace et, si vous voulez, exponentielle. Ouais. Ça, c'est mon rôle. Le rôle de plaidoyer, de mettre les gens ensemble et de défendre la cause. C'est trop difficile au Luxembourg de défendre cette cause ? C'est pas toujours facile, nulle part, de défendre cette cause. Ce n'est pas toujours compris et ce n'est pas toujours compris à la place où je suis. Oui, c'est cela, hein, la difficulté. En fait, une trop grande notoriété, une trop forte position, finalement, peut aussi être peut-être de temps en temps un inconvénient. Peut-être pour certains, certainement pas pour moi. Ça, c'est la très bonne conclusion de cette conversation, Votre Altesse. Quel est le dernier mot que vous pourriez nous dire ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez dans les mois à venir ? J'aimerais tellement que ces femmes trouvent un respect et une reconnaissance qui oblige les instances internationales vraiment à agir en leur faveur et à faire tout ce qui est possible pour amoindrir ces phénomènes atroces qui arrivent malheureusement partout pour le moment. Oui, mobilisons-nous tous pour cette cause qui est vraiment une cause très difficile et qu'il faut soutenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Maria Teresa de Luxembourg, grande duchesse de Luxembourg et fondatrice de cette ONG Stand, Speak, Rise Up. Merci, madame, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Merci à vous. Et pas d'engagement sans culture, Muriel ? Non, je vais vous parler de 1395 Day Without a Raid. C'est un film qui est projeté en ce moment au musée de la Bourse du Commerce à Paris. Le siège de Sarajevo durant la guerre de Bosnie-Herzégovine a duré 1395 jours, de 1992 à 1995. Pendant ce siège, des milliers de citoyens, pour se déplacer, ont dû traverser à pied la Sniper Alley, qui était le surnom de l'avenue principale de Sarajevo. Chaque traversée était un nouveau défi face à la mort. Chaque traversée nécessitait chaque jour un nouveau courage pour éviter les snipers. Ce film nous fait revivre ces instants décisifs où continuer à se déplacer dans la ville représentait
engendrer un risque permanent. Il est écrit et réalisé par Selja Kamerik, artiste bosniaque, et Henri Sala, réalisateur albanais. Maribel Verdu, qui interprète une jeune musicienne, chaque jour tente de rejoindre la répétition de l'orchestre philharmonique de Sarajevo, qui n'a jamais arrêté de jouer ou de donner des concerts pendant ces 1395 jours. C'est un jour comme les autres, un jour parmi ces 1395 jours de siège, un jour où chaque pas est une aventure risquée. Avant chaque carrefour, la jeune femme retient son souffle, s'arrête, hésite, calcule, puis traverse. Après chaque carrefour, elle retrouve son souffle, s'apaise et reprend sa marche. Entre ces deux actions, on entend les mesures d'une partition qu'elle fredonne, qu'elle défriche et qui lui donne la force de continuer. Sans parole, juste des images et du son pour saisir la violence de ce siège qui fut le plus long de l'histoire moderne, à Paris, au musée de la Bourse du Commerce. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Muriel Réus. Nous vous retrouvons dimanche prochain pour un nouveau numéro de La Force de l'Engagement. Merci Jean-Marie, merci votre aide. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.